Bonjour à tous. Nous poursuivons notre analyse des causes de la montée des inégalités sociales depuis les années 80-90 dans les sociétés occidentales. Après la première cause abordée qui était le chômage, nous allons aujourd'hui parler de l'importance croissante prise par le patrimoine dans l'augmentation des inégalités. On va parcourir les différents documents que vous avez dans vos notes de cours. Et on va commencer par ce document qui nous montre le patrimoine des ménages français réparti par catégories socio-professionnelles. Donc, si on regarde bien ce graphique, on voit que nous avons des bâtonnets, et chaque bâtonnet correspond à la valeur du patrimoine moyen de chaque catégorie socio-professionnelle. Et vous voyez que ces catégories socio-professionnelles, CSP, sont classées dans le graphique par ordre de patrimoine croissant. Alors, on va commencer par regarder l'allure générale du graphique et on voit très bien qu'il y a une croissance relativement régulière du patrimoine moyen. Donc, vous avez bien compris que pour chaque CSP, chaque catégorie socio-professionnelle, il s'agit de ce que les membres de chacune de ces catégories possèdent comme patrimoine en moyenne. Si on prend la CSP qui visiblement dispose du plus faible patrimoine moyen, il s'agit des ouvriers non qualifiés. Et on voit que, en moyenne, les personnes qui sont membres de cette catégorie possèdent un patrimoine d'un peu plus de 50 000 euros. Autrement dit, 50 000 euros, ça revient à pas grand-chose en tant que patrimoine. Si on compare avec la valeur d'une maison, par exemple, c'est à peu près peut-être le tiers, le quart ou le cinquième de la valeur d'une maison, d'une petite maison. Donc, on voit que, en gros, en moyenne, cette catégorie socio-professionnelle n'a pas un patrimoine énorme. Les 50 000 euros, ça peut représenter, par exemple, des meubles, une voiture ou un petit appartement, un petit studio. Bien sûr, c'est une moyenne. Si on prend l'autre bout du spectre social, on voit que la catégorie socio-professionnelle qui possède en moyenne le plus gros patrimoine, ce sont les professions libérales, avec une moyenne de 761 000 euros de patrimoine. Donc 760 000 euros, vous pouvez vous imaginer que c'est évidemment plus significatif. Ça peut être par exemple une très grosse maison qui pourrait avoir par exemple cette valeur-là. Encore une fois, il s'agit bien d'une valeur moyenne. Donc en moyenne, les membres des professions libérales possèdent un patrimoine de 760 000 euros. Donc, si on regarde dans l'ensemble cette répartition du patrimoine, on voit qu'il y a clairement des différences importantes et que si on prend les professions libérales, elles ont grosso modo un patrimoine moyen qui est égal à 15 fois le patrimoine moyen des ouvriers non qualifiés. Vous voyez qu'on trouve les autres catégories entre ces deux-là, et par exemple, la catégorie socio-professionnelle la plus représentée dans la population belge ou la population française, c'est la catégorie des employés, et vous voyez que les employés ils sont en 3e position dans le graphique, avec donc un patrimoine moyen d'un peu moins de 100 000 euros. Les cadres, dont on a déjà parlé à d'autres moments du cours, donc je rappelle, les cadres sont les personnes qui ont souvent un haut niveau de qualification et qui ont des responsabilités importantes dans les entreprises. Ces personnes ont en moyenne un patrimoine d'un peu plus de 300 000 euros. Donc voilà un premier aperçu des différences de patrimoine. On voit déjà que, puisque le rapport est de 1 à 15 entre les extrêmes, que les écarts de patrimoine sont beaucoup plus grands que les écarts de salaire que nous avions vus dans l'observation des inégalités, où on avait vu qu'en Belgique, entre le 1er décile et le 9e décile, des salaires, il y avait un écart de 1 à 3. Ici, on est dans un rapport de 1 à 15. Donc c'est déjà tout à fait autre chose. On va passer maintenant à un autre graphique qui reprend le même sujet, mais présenté autrement. Plutôt que de présenter
le patrimoine selon la catégorie socio-professionnelle. On va diviser la population en 10 tranches de 10%. C'est donc la méthode des déciles. Et on obtient donc ce graphique-ci. Donc vous voyez que la population est répartie en 10 groupes de taille égale, chacun de ces groupes faisant 10% de la population. Donc vous prenez en D1 les 10% de la population qui ont le moins de patrimoine, et en D10, la 10e tranche, c'est aussi 10% de la population, mais qui a le plus gros patrimoine. Alors quand on fait ça, on s'aperçoit que les écarts sont encore différents que dans le graphique précédent. Ce sera assez facile de comprendre pourquoi. Donc si je prends le premier décile, donc les 10% de la population française qui dispose du plus petit patrimoine, là on voit que leur patrimoine moyen est de 1863 €. Donc si vous prenez très concrètement les 10% de la population qui ont le moins de patrimoine, en moyenne ces gens ne possèdent que 1800 € de patrimoine. Autrement dit, pas de patrimoine. 1800 €, c'est un peu d'argent sur un compte épargne, c'est quelques objets de valeur peut-être, mais autant dire que ce n'est rien et qu'on ne peut évidemment tirer aucun revenu d'un patrimoine aussi petit. On voit que les tranches suivantes, les déciles 2, 3, 4, n'ont pas beaucoup plus de patrimoine. À partir du décile 4 et 5, on commence à avoir un patrimoine significatif. Donc ça veut dire, si vous prenez par exemple les 3 premiers déciles, ça vous fait 30% de la population. Et vous voyez que ces 30% de la population, donc un tiers de la population environ, ne possède pratiquement pas de patrimoine. À l'autre extrémité de l'échelle sociale, si vous prenez les 10% de la population les mieux dotés en patrimoine, vous voyez que eux, ils ont en moyenne 1 700 000 € de patrimoine. Donc c'est là-dedans, bien sûr, qu'on va retrouver par exemple des membres des professions libérales qu'on avait vues dans le graphique précédent. Mais on voit aussi qu'il y a encore un grand écart ici. On est dans l'ordre de plus d'1 million d'euros de patrimoine pour les 10% des Français qui en ont le plus. Donc là, vous voyez que les écarts sont encore bien plus grands et que si on fait le rapport entre le patrimoine moyen du premier décile et le rapport du patrimoine moyen et le patrimoine moyen du 10e décile, on passe de 1800 à 1 700 000, ce qui nous fait un rapport d'à peu près 1 à 1000. Autrement dit, les 10% des Français qui ont le plus gros patrimoine ont en moyenne 1000 fois plus en valeur que les 10% les moins dotés en patrimoine. Donc là, on comprend bien que les inégalités dans une société ne sont pas principalement dues aux écarts de salaire, ni même aux écarts de revenus en général, mais que c'est le patrimoine, c'est-à-dire ce que les gens possèdent, qui est à l'origine de l'essentiel des inégalités. Parce que bien sûr, une fois qu'on possède du patrimoine, on peut très souvent en tirer des revenus. Pensons par exemple au patrimoine immobilier. La personne possédant des immeubles peut évidemment les louer et en tirer des revenus sous forme de loyer. Une personne qui possède comme patrimoine un patrimoine mobilier, par exemple des actions à la bourse, il va évidemment en tirer des dividendes et de la plus-value. Une personne qui possède beaucoup d'argent déposé sur des comptes en banque va en tirer des intérêts. Autrement dit, le patrimoine, lorsqu'il est important, génère des revenus importants, et cela, évidemment, a pour conséquence un creusement des inégalités de revenus. La personne qui est dans le premier décile, avec 1800 € de patrimoine, elle ne peut évidemment en tirer aucun revenu. Donc voilà, j'espère que tout le monde a bien compris le lien, mais aussi les nuances entre revenus et patrimoine, et le rapport qui existe entre le patrimoine et l'augmentation des inégalités. Nous passons ensuite au graphique relatif à l'évolution comparée du niveau de vie et du patrimoine. C'est un graphique qui figure également dans votre cours. Donc là, on a l'évolution basée sur la méthode de l'indice base 100, 1997-2009, donc une période de 12 ans.
Si on ramène niveau de vie et patrimoine au même niveau, de manière artificielle, à un niveau 100 en 1997, on peut alors voir à quel rythme, à quelle vitesse, niveau de vie et patrimoine ont évolué sur la période de 12 ans. Qu'est-ce que nous constatons? Prenons d'abord le niveau de vie. En partant de l'indice de base 100 en 1997, on voit que 12 ans plus tard, le niveau de vie a atteint environ 125. Autrement dit, on a une croissance du niveau de vie de 25% sur 12 ans. Il s'agit ici du niveau de vie des Français, donc de l'ensemble de la population. C'est donc la somme des revenus de tous les Français. Donc la somme des revenus de tous les Français a augmenté de 25% sur 12 ans. Si je prends maintenant la courbe rouge, c'est-à-dire celle du patrimoine, alors je vois qu'à partir de l'indice de base 100, on passe en 2009 à 200. Autrement dit, on voit que sur la même période de 12 ans, le patrimoine a doublé. Il est passé de 100 à 200, augmentation de 100%, autrement dit un doublement du patrimoine total des Français sur la même période. Donc, tandis que les revenus augmentaient de 25%, le patrimoine a augmenté de 100%, il a doublé en 12 ans, ce qui est extraordinairement rapide. Prenons maintenant un peu de recul et voyons à un niveau plus historique comment les choses se sont passées. Je vous propose de comparer d'une part le revenu national, c'est-à-dire le revenu total de toute la population, ou le niveau de vie additionné de tous les membres de la population, d'une part. Donc c'est ce que gagnent les Français en un an. Et on va comparer ça avec la richesse nationale, c'est-à-dire la somme de tous les patrimoines de tous les Français. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une grande partie du patrimoine a été détruite par les dégâts de la guerre. Par exemple, il n'y avait pratiquement plus d'usines qui tenaient sur pied. Le patrimoine des Français avait été fortement entamé parce qu'on avait dû entamer dans les ressources, dans le patrimoine, et une partie du patrimoine avait été simplement détruite par la guerre. Néanmoins, à cette époque-là, pour un revenu national égal à 1, on avait quand même une richesse nationale, c'est-à-dire un patrimoine total égal à 3. Autrement dit, la richesse cumulée de tous les Français était le triple de ce que tous les Français gagnaient en un an. Un rapport de 1 à 3 entre le revenu national et la richesse nationale, entre le niveau de vie et le patrimoine. Si on regarde comment les choses ont évolué depuis, en 2020, pour 1 euro de revenu, au total, la richesse nationale des Français est égale à 7 euros. Donc, d'un rapport de 1 à 3, on est passé d'un rapport de 1 à 7. Autrement dit, le patrimoine a été plus que doublé par rapport au rythme de croissance du revenu. Donc vous voyez qu'il y a eu une reconstitution considérable du patrimoine et que ce patrimoine total représente aujourd'hui 7 fois le revenu annuel qui lui-même a augmenté. Voilà, donc on comprend bien, je pense encore mieux, à quel point le patrimoine et son évolution, sa croissance extraordinaire depuis la Deuxième Guerre mondiale, a évidemment pour conséquence une augmentation des inégalités. Parce que, évidemment, ce patrimoine n'est pas réparti de manière égale, et il y a des gens, évidemment, qui voient leur patrimoine augmenter, alors que d'autres n'ont pas de patrimoine du tout, comme on l'a vu au graphique précédent. Un petit mot maintenant sur la façon dont le patrimoine s'acquiert. Il est évident que on peut acquérir du patrimoine de deux manières différentes. Soit par l'épargne, si votre revenu est suffisant, vous pouvez épargner, ainsi vous constituez progressivement un patrimoine, soit par l'héritage.
si vos parents disposent d'un patrimoine, à leur décès, vous en héritez, au même titre que vos frères et sœurs. Si on se reporte à plus d'un siècle avant notre période, et qu'on pense à la famille type du début du XXe siècle. Voilà à quoi elle ressemble. Nous avons une famille ici avec papa, maman et 5 enfants. C'est une photographie d'une famille bourgeoise de France que j'ai trouvée sur Internet. Elle est assez typique de la situation parce que, effectivement, en moyenne, vers 1900, le nombre moyen d'enfants par famille était entre 5 et 6, parfois 7, selon les régions. Qu'en est-il de la famille d'aujourd'hui? La famille d'aujourd'hui, elle ressemble plutôt à ça. 2 parents, 2 enfants. Il est évident que si le patrimoine familial au décès des parents doit être réparti entre 2 enfants plutôt qu'entre 5 ou 6, chacun des enfants va hériter d'un plus gros patrimoine. Et donc, on arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle souvent une société d'héritiers, avec d'une part un patrimoine total beaucoup plus important qu'il y a 40 ou 50 ans, qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, mais en plus beaucoup moins d'enfants par famille, donc des héritages beaucoup plus gros, et donc évidemment des inégalités d'autant plus grandes. Jetons enfin un coup d'œil à l'évolution du patrimoine par décile et par type, par composition du patrimoine. Ici, nous avons un graphique qui, de nouveau, répartit la population française, de nouveau, en 10 tranches de 10%. Donc c'est de nouveau la technique des déciles. Mais là, on regarde non pas la taille du patrimoine, mais son évolution, c'est-à-dire est-ce que ce patrimoine a augmenté ou diminué. Qu'est-ce qu'on constate? On voit que les 3 premiers déciles sont caractérisés par un patrimoine en diminution. À partir du décile 3, nous avons une augmentation du patrimoine. Donc on voit que 30% de la population française connaissent une diminution de leur patrimoine. Les 70 autres pourcents de la population voient leur patrimoine augmenter. Et on voit qu'à partir du 4e et du 5e décile, l'augmentation du patrimoine est importante. Ensuite, on peut aussi observer la composition de ce patrimoine. De quoi est constitué le patrimoine de ceux qui en ont? Prenons par exemple les personnes situées entre le décile 3 et le décile 4. Autrement dit, ceux qui sont juste après les 30 premiers pourcents de la population. On voit que le rouge sur le graphique, c'est-à-dire le patrimoine financier, constitue l'essentiel du patrimoine, que le patrimoine immobilier constitue quant à lui un peu moins de la moitié. Donc les gens qui voient leur patrimoine augmenter un petit peu, on voit que c'est surtout du patrimoine financier et ensuite du patrimoine immobilier. Donc ces gens ont surtout de l'argent sur des comptes en banque avant d'avoir de l'immobilier. Par contre, si on prend les autres tranches de la population, par exemple si je vais entre le décile 6 et le décile 7, là on voit que c'est tout à fait différent comme répartition. On voit que le patrimoine immobilier représente pratiquement l'ensemble de leur patrimoine. Donc on voit que les personnes qui voient une augmentation de leur patrimoine, c'est surtout grâce à l'augmentation de leur patrimoine immobilier. On le sait bien, l'immobilier a pris énormément de valeur ces 2 ou 3 dernières décennies. Et il faut ensuite aller vers les populations qui possèdent les plus gros patrimoines, c'est-à-dire les 10% les mieux dotés en patrimoine, pour retrouver des populations qui ont une autre répartition du patrimoine, où là on voit que le patrimoine immobilier est un peu moins important, il reste majoritaire. Le patrimoine financier est important aussi, mais il y a aussi
l'apparition de ce qu'on appelle les autres composantes patrimoniales. Donc ce ne sont ni du patrimoine immobilier, ni du patrimoine financier. Et là, on commence à avoir des objets de grande valeur, des œuvres d'art, des voitures de sport, du mobilier de collection, etc. Et là, on voit que donc chez les personnes très riches, très dotées en patrimoine, ce patrimoine autre est assez significatif. Cela dit, on voit quand même que c'est le patrimoine immobilier qui reste majoritaire. Donc c'est intéressant de voir que selon qu'on a beaucoup ou moyennement de patrimoine, on voit la part plus ou moins importante du patrimoine immobilier, du patrimoine financier et du patrimoine d'autres types. Et donc voilà, il y a plein de sortes de patrimoine et en général, si vous avez, disons, une quantité moyenne de patrimoine, ce sera surtout du patrimoine immobilier et un petit peu de financier. Et si vous êtes vraiment très riche, au patrimoine financier et immobilier vient s'ajouter le patrimoine constitué des objets de grande valeur. Voilà. On comprend bien maintenant, je crois, que voilà, le patrimoine joue un rôle considérable dans l'augmentation des inégalités, puisqu'on a vu que le patrimoine a fortement augmenté depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'il n'y a qu'une partie de la population qui a vu son patrimoine augmenter, et que les écarts de patrimoine sont énormes, puisque les 10% les mieux dotés, ils ont 1000 fois le patrimoine des 10% les moins dotés. Donc c'est vraiment dans le patrimoine qu'on trouve l'essentiel des inégalités. Patrimoine qui, à son tour, va générer des revenus. Voilà, c'était la fin de la deuxième cause parmi les 3 causes qui expliquent l'augmentation des inégalités. On se retrouve bientôt pour la 3e et dernière cause. Portez-vous bien.